Mesdames et messieurs, suite à cette interruption, nous reprenons notre programme. Bonjour à tous et bienvenue donc dans la partie 2 de cette vidéo sur le logement moderniste. La fois passée, on s'était arrêté après une petite parenthèse théorique, on va dire, et maintenant voilà, on va rentrer en vif du sujet parce que non, on ne vous a pas menti, on va vraiment parler de est-ce que c'est la faute à Le Corbusier ou pas, et on va parler du logement moderniste en soi. Mais on pensait que c'était quand même important d'avoir les bases avant d'aborder vraiment la question principale. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, c'est quand même bien d'aller la voir, le lien est dans la description. Pour les autres, ou pour ceux qui s'en foutent, c'est pas grave, on vous pardonne. On va continuer donc là où on s'en était arrêté, c'est-à-dire la notion de ville fonctionnaliste biologique des architectes modernistes. En fait, cette vision de la ville n'a pas vraiment de prise avant la Deuxième Guerre mondiale. En France, on ne compte que 4 opérations majeures selon ces préceptes: la cité de la Muette, la cité du Chant des Oiseaux, la cité des États-Unis et la cité des gratte-ciel. Dans d'autres pays, comme la Belgique, les architectes modernistes flirtent volontiers avec l'art déco et se concentrent plutôt sur la réalisation de cités-jardins, véritable laboratoire architectural de l'époque. Ce modèle est abandonné ensuite après 1925 pour 2 raisons principales. La première est la fin des paiements allemands et la deuxième est la peur des banlieues rouges. Ce qui se rapproche le plus des préceptes de la Charte d'Athènes sont les immeubles populaires des architectes fonctionnalistes belges, incrustés dans les cités-jardins. Ils sont donc entourés de verdure et contiennent également des services et des locaux communs variés. À cette époque en Belgique, on réfute la notion de maison-bloc, qui semblait plus une caserne qu'un logement confortable. Le SIAM de 1930 à Bruxelles, sur le thème des méthodes rationnelles pour la construction de groupements d'habitation, va lancer un grand nombre d'architectes modernistes sur les principes de Le Corbusier. Déjà en 1929, Stanislas Jasinski propose de raser une partie du quartier de la Bourse à Bruxelles pour y implanter 3 tours géantes en plan cruciforme, qui auraient servi à loger un centre administratif pour les services de l'État. En 1930, Victor Bourgeois propose de détruire le quartier nord pour y implanter 80 barres de logement de façon rationnelle, en développant le concept de rue aérienne, qui séparerait la voiture du piéton. Les projets urbanistiques des architectes fonctionnalistes belges, cherchant à s'inscrire dans la lignée de Le Corbusier et des SIAM, ne vont heureusement pas se concrétiser, faute de moyens, mais quelques immeubles d'habitation seront tout de même réalisés selon les préceptes modernistes: la lumière, l'air et l'espace. Les ennuis vont vraiment commencer à partir de la Deuxième Guerre mondiale. La raison est assez simple en fait, c'est qu'il y a eu énormément de destruction et il faut reconstruire. Et a priori on pourrait se dire que comme les architectes modernistes prônent le tabula rasa, donc on recommence à zéro et on construit quelque chose qui soit plus en lien avec la société dans laquelle on vit, en raison de ça on peut se dire que a priori ça va être chouette, ils vont pouvoir se lancer, faire des trucs et ce sera bien. Mais on va voir que concrètement ça ne va pas être comme ça. En France, il y a environ 2 millions de logements qui manquent. Après l'appel de l'abbé Pierre de 1954, mais déjà dès la loi courante de 1953, on voit une plus grande mobilisation des pouvoirs publics pour faire face à la crise. Mais l'attention étant plutôt sur la quantité et la rapidité, le gouvernement se voit poussé à agir dans l'urgence et donc à baisser les normes et la qualité des bâtiments pour accélérer la cadence. De plus, plutôt que d'utiliser une logique de réserve foncière, comme demandé dans la Charte d'Athènes, on aura plutôt tendance à bâtir sur tous les terrains disponibles. Aucune directive ou cadre stylistique n'est donné aux architectes, contrairement à 1919 où le motto était de reconstruire à l'identique selon les critères de l'architecture régionale. Les reconstructions de cette époque intègrent quand même les principes de la modernité, dans la mesure où l'on élargit les voies pour faire place à la voiture et que l'on supprime un grand ensemble d'îlots pour ouvrir la ville. Mais ces principes relèvent plus de l'hygiénisme que d'une véritable application de la Charte d'Athènes. Il est quand même important de souligner que le MRU va organiser des concours expérimentaux et des chantiers expérimentaux. Les concours expérimentaux, ça servait un peu à tester des nouvelles façons de construire qui soient moins chères et plus efficaces, donc plus de densité pour moins d'argent, concrètement, ce qui fait qu'on retrouve des formes modernistes, mais un modernisme affaibli donc par cette contrainte du fait qu'il fallait que ce soit pas cher. Alors que dans les chantiers expérimentaux, là c'est vraiment, on donne à un architecte un projet, et il n'y a pas de concours, il n'y a pas de présélection, il peut juste le construire. Et c'est ce qui est par exemple le cas de l'unité d'habitation de Marseille de Le Corbusier. Donc Claudius Petit, qui était quand même un ami de Le Corbusier, donc il y a eu un peu piston là pour le coup, lui dit: tu peux construire une unité d'habitation ici, mais du coup tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de contraintes économiques, etc. Et c'est ce qui fait que l'unité d'habitation de Marseille, c'est vraiment le paroxysme de l'architecture sociale et du logement collectif, comme Le Corbusier l'entendait. Et on voit vraiment la différence avec d'autres projets qu'on pourra retrouver dans les grands ensembles ensuite. La SIC, qui va remplacer le MRU, va s'emparer de quelques dogmes modernistes, en fait elle va en prendre 2.
Donc le premier, c'est non à l'étalement pavillonnaire, et le deuxième, c'est qu'il faut que ce soit des formes simples. Et même si ces principes sont modernistes à la base, on ne peut pas non plus dire que c'est la photo moderniste pour autant qu'on ait choisi cela, parce que en fait ça relève un peu du bon sens et de l'économie. Si les modernistes n'avaient pas existé, probablement ça aurait été les mêmes. Donc on ne peut pas vraiment faire un procès aux modernistes pour ça, vu que finalement, ils y sont un peu pour rien. Et surtout que ce sont deux principes sur un nombre quand même plus élevé, et qui sont sortis de leur contexte alors qu'ils avaient vraiment un sens quand ils ont été énoncés par exemple dans la Charte d'Athènes. Un truc qu'il faut quand même dire, c'est que quand les grands ensembles ont été construits, les gens étaient ravis d'habiter dedans. En fait, c'était des grands espaces avec des fonctions séparées, il y avait de la lumière, il y avait de l'air frais. C'était vraiment nouveau pour l'époque, on rappelle qu'on sortait des taudis quand même. Et du coup, les familles étaient contentes d'habiter là, d'autant plus que en fait, c'était un peu l'utopie fourriériste réalisée, dans la mesure où il y avait plusieurs classes sociales qui vivaient tout ensemble dans ces mêmes logements. Petit à petit, avec l'amélioration des niveaux de vie, et surtout aussi le fait qu'on poussait les gens vers le modèle pavillonnaire pour des raisons principalement pour éviter les réunions syndicales en fait. Et du coup, les gens qui pouvaient se le permettre vont commencer à partir des grands ensembles, qui fait que maintenant on ne retrouve vraiment qu'une classe sociale en particulier, donc les gens qui ont plus de difficultés financières qui vivent dans ces grands ensembles, alors qu'à la base c'était fait pour être un endroit où tout le monde vivrait ensemble. Si on retourne en Belgique, on a environ 23% des logements qui existaient avant la guerre qui sont démolis ou salement amochés, on va dire, après la guerre. Donc il faut reconstruire là-bas aussi. Et on va se tourner plutôt vers une logique, comme en France, de grands ensembles. On va aussi lancer des projets urbanistiques de grande envergure. Donc par exemple, on va citer le cas de Bruxelles où il y en a plusieurs. Et ces projets vont être pas ouf pour la ville en fait, vu qu'ils sont extrêmement monofonctionnels. Et surtout, ils laissent une grande place à la voiture. Le patrimoine et l'architecture vont fort souffrir de cette nouvelle orientation urbanistique et architecturale, tendant à faire table rase du passé et démolissant à la louche, sans vraiment s'attarder sur le contexte ou l'importance de ce qui est détruit. C'est ainsi qu'en 1965, la maison du peuple de Victor Horta est démolie à la demande du Parti ouvrier, qu'on y érige en 1966 une tour de 26 étages. Les immeubles d'après-guerre cessent de prendre en considération le contexte urbain. On assiste en fait à un phénomène de monumentalisation des édifices, que ce soit par l'implantation ou alors par la recherche de matériaux et de gabarits particuliers. Il y a 3 grandes conclusions à tirer donc de tout ce qu'on vient de dire. La première, c'est que qu'on aime le modernisme ou pas, ils arrivaient à un moment où politiquement la question du logement n'était pas vraiment au premier plan, surtout en France, et eux ils ont vraiment lutté pour que ça arrive et que les gens soient sensibilisés à ça, et ça c'est quand même assez noble de leur part. Et ensuite ils avaient cette volonté de donner de la dignité à chacun, donc à une époque où les gens vivaient dans des taudis, donc dans des conditions vraiment insalubres et déplorables. Eux, ils rêvaient d'avoir un logement pour tous avec de l'air, de l'eau, de la lumière. Et ça, c'est quand même des beaux idéaux qu'il ne faut pas sous-estimer, en fait, dans le contexte de l'époque. Après, dans la réalisation et dans concrètement ce qu'ils ont fait, on peut ou ne pas être d'accord, on peut trouver que certaines choses ont mal vieilli ou n'étaient pas très bien, on va dire, ou esthétiquement ça n'allait pas, mais il faut toujours remettre les choses dans le contexte de l'époque et se rappeler que ils testaient des trucs, ils essayaient de faire avancer une société qui avait quand même de sérieux problèmes. Après, le plus gros problème du modernisme, et ça c'est un peu l'avis qu'on peut donner un peu subjectivement, mais quand même ça se débat, c'est qu'il y a cette notion de contrôle. En fait, dans la Charte d'Athènes, ça se lit un peu entre les lignes, mais ça se voit clairement, par exemple, chez Le Corbusier. Donc on crée le modular, qui est une échelle de mesure à l'image de l'homme. Enfin bon, c'est quand même un homme mastoc, hein, je veux dire, c'est pas moi, c'est Thibaut InShape, le mec. Quand bien même il y a cette notion de l'homme et que tout se rapporte à l'homme, on retrouve l'homme dans les projets de Le Corbusier que dans ce modular, en fait. Les usagers sont complètement ignorés, on ne demande jamais leur avis, ils doivent un peu s'adapter à cette architecture parce qu'il y a cette notion que l'architecte c'est mieux que les usagers ce qui est bon pour eux, et que du coup il leur impose un truc mais c'est pour leur bien. Et ça c'est franchement dommage parce que en fait souvent c'est dans l'échange que l'architecture se fait et que c'est quand même beaucoup plus riche de faire comme ça. Donc vraiment une grosse critique qu'on peut faire, c'est cette notion de contrôle totalitaire et de volonté de dire que l'architecte peut imposer sa vision sur le monde parce que on sait mieux que tout le monde ce qui est bon pour eux. La deuxième conclusion, qui est un peu la réponse à la question qu'on s'est posée tout seul dans cette vidéo, c'est effectivement,
c'est pas la faute à Le Corbusier. Je pense qu'on peut vraiment mettre noir sur blanc cette conclusion. Il n'a rien eu à voir en fait avec tout ce qui s'est construit donc au cours des années d'après-guerre, d'autant plus que des instances comme la SIC ne voulaient pas de gens comme Le Corbusier. En fait, c'est dit assez clairement par le président de la SIC. Il ne voulait pas de gens qui avaient une opinion trop forte ou qui allaient commencer à débattre et avoir des visions et à vouloir faire des trucs, d'une part parce que c'est cher. Puis quand on a une vision, ça emmerde tout le monde, ça ralentit le processus. Enfin, grosso modo, les gens de la SIC préféraient avoir des architectes dociles qui faisaient des projets un peu plan-plan et qui n'allaient pas faire chier. Il y a vraiment un océan entre l'architecture moderniste théorique et l'architecture moderniste, ou ce qu'on appelle architecture moderniste construite. Les grands ensembles construits sont certes rationnels et fonctionnalistes, avec souvent des voies de circulation hiérarchisées et peut-être un équipement public ici-là entre deux esplanades bétonnées, mais on est loin du ratio de 15% de bâti pour 85% d'espace vert de la charte d'Athènes. Et surtout, ce sont des ensembles purement monofonctionnels. Il n'y a bien souvent que du logement. Le principe de surélever les barres pour créer de la collectivité au rez-de-chaussée ne se retrouve quasi jamais, les toits ne sont pas accessibles, tout est bétonné et fade. L'architecture des grands ensembles est dictée par l'économie et la rapidité, et donc franchement insipide. Si l'on compare n'importe lesquelles de ces tours à, par exemple, la Cité radieuse, qui est un peu le paroxysme du logement moderniste, on se rend vite compte que même si formellement il y a des similitudes, dans le sens que c'est tous des gros blocs en béton, au niveau de la conception, c'est clairement moins riche. La troisième conclusion, et qui est un peu la partie sociale engagée de cette vidéo, si on peut se permettre de se lancer dans ces sphères-là, c'est que maintenant ces grands ensembles sont là. Il y en a une quantité phénoménale. On peut en démolir un ou deux de temps en temps. Bon, ça fait joli à la télé, on dit qu'on va reconstruire, mais à un moment, il faut se rendre compte qu'on peut pas tous les démolir et qu'en fait, au lieu de les regarder en se disant « Ouh là là, c'est vraiment moche, c'est vraiment dommage », il faut commencer à être un peu actif et plus passif, donc dans ce côté « Waouh, c'est n'importe quoi », mais commencer à se dire « Ok, ils sont là, qu'est-ce qu'on fait ?» Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, surtout dans une période de crise comme celle qu'on vit maintenant, où les gens ont besoin de logement, et du coup ça devient intéressant de réfléchir à comment donner des choses agréables à des gens qui sont dans le besoin et qui n'ont pas forcément les moyens. Et en tant qu'architecte, mais aussi en tant que non-architecte, c'est un réel enjeu. Des architectes comme Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, récompensés du prix Pritzker plus tôt cette année, sont les figures de proue de la résistance contre l'oblitération de ce patrimoine malgré lui. En réfléchissant sur des manières d'habiter différentes et en proposant des extensions de ces logements, en donnant aux habitants de l'espace et en réhabilitant plutôt que détruire, ces deux architectes français donnent une nouvelle vie aux logements sociaux et revendiquent fort le fait qu'il faille arrêter de démolir, mais plutôt songer à la réutilisation. Cet appel au stop à la démolition est d'autant plus pertinent quand on sait que dans des villes comme Bruxelles, il y a environ 6,8 millions de mètres carrés qui sont inutilisés. Donc en fait, c'est des bureaux, des studios, des secondes résidences, des espaces globalement vides la plupart du temps. Et tout cet espace pourrait être réutilisé, réemployé, et au lieu d'être démoli et reconstruit, on pourrait faire autre chose, globalement un bureau, enfin si on simplifie très fort, ça reste un plan libre, donc c'est facile de le réaménager. Mais ça demande forcément de réfléchir un peu plus parce qu'on est précontraint par ce qui existe, et aussi on n'a pas toujours envie de se plier à une volumétrie existante, etc. Et ça je pense c'est vraiment des enjeux qu'on a maintenant et qu'il faut commencer en tant qu'architecte, mais aussi en tant que citoyen, et sachez que vous pouvez aussi vous opposer aux projets qui se font, vous pouvez donner votre avis, c'est votre rôle. C'est important de commencer à réfléchir à ces aspects-là. Qu'on aime ou non le modernisme, on ne peut pas être insensible au fait qu'il avait une ambition plus large, et ça c'est vachement noble à une époque avant, et ça l'est toujours aujourd'hui. Et je pense qu'il ne faut pas toujours regarder les choses avec un œil actuel, mais il faut aussi se remettre dans le contexte, comme on l'a déjà dit. Et il faut arrêter de mélanger tous les pinceaux et de donner la faute à des gens qui en fait n'y sont pour rien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On vous remercie de nous avoir suivis. On a essayé vraiment de faire le tour et de répondre à la question de la façon la plus globale et complète possible. On espère l'avoir fait. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne d'Archinul.